Perspectives scientifiques, Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 3e émission, ils ont eu confidence de cette expérience. Ces étranges expériences, dites de mort imminente, plus fréquemment désignées par le sigle anglais NDE, Near Death Experience, dont on parle beaucoup depuis quelque temps, sont maintenant étudiées de façon plus systématique. Et les études faites jusqu'ici ont établi des modèles décrivant la succession des phases d'une telle expérience. Mais sous l'apparente similitude, en vérité s'inscrit une diversité assez grande. Nous avons notamment abordé cet aspect lors de la précédente émission avec 3 témoignages de personnes ayant vécu cela. Mais il y a des professions qui peuvent mettre en présence de certaines personnes qui vivent ou qui ont vécu ce genre d'expérience. Je pense au personnel hospitalier, notamment infirmières, réanimateurs, etc. Et ce sont ces personnes que nous allons entendre aujourd'hui. Pour commencer, le témoignage du docteur Gilbert Duval, qui est chef de service aux urgences et à la réanimation au centre hospitalier général de Privas. J'ai peur d'être assez décevant sur ce plan, parce qu'effectivement, on voit relativement souvent des patients mourir. On en voit également, heureusement, de temps en temps passer par des états extrêmement graves et s'en tirer. Et on essaye effectivement de savoir un petit peu ce qui s'est passé sur le plan psychologique, sur un plan moral, sur un plan autre que somatique, ce qui s'est passé pendant ces phases extrêmement difficiles. Ça fait 20 ans à peu près que je fais ce métier. Ce qu'on pourrait qualifier de NDE au sens des descriptions classiques de décorporation, de tunnels, etc., de ce que Moody a décrit il y a une quinzaine d'années, j'en connais une seule. J'en ai vu une seule. Je ne peux pas vous chiffrer le nombre de patients qui se sont tirés d'expériences difficiles pendant cette période-là, mais c'est très rare. Alors, il ne faut pas en déduire trop de choses. Je ne veux pas dire que ça ne soit pas produit, simplement en interrogeant des patients de façon non systématique, assez poussée certainement, c'est des choses qui viennent rarement, qui viennent difficilement dans la conversation des patients qui sont passés par là. Vous voulez dire que les patients sont un peu réticents éventuellement à faire des confessions de cette nature? Je ne suis pas sûr qu'ils soient si réticents que ça. Je ne sais pas si nous on les interroge comme il faut. Mais par contre, je peux vous dire que sur des patients qui sont restés dans le coma de façon prolongée, on essaye de discuter avec eux de ce qui s'est passé, des souvenirs qu'ils ont de ces périodes de coma. Parce que le coma, c'est pas vide, c'est pas quelque chose qui est comme ça, on est réveillé et puis brusquement on est dans le coma et brusquement on se réveille, il y a des phases de transition. Même dans des comas qu'on pense être profonds, il persiste une activité cérébrale bien sûr, et il en reste des traces. Alors on interroge ces patients, on essaye de savoir ce qui s'est passé, et là il y a des choses que les malades décrivent très volontiers, qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on décrit dans les NDE, strictement rien. Quelles seraient par exemple les similitudes et les différences alors? Des similitudes, je n'en vois aucune. Je n'en vois aucune. J'ai l'impression d'être confronté à des patients qui à la fois vont faire ressurgir dans ces phases difficiles des choses qui sont de leur matériau endopsychique, de leur personnalité, des histoires familiales, personnelles, proches qui se sont produites, des choses qui sont du domaine du traumatisme initial, de l'accident par exemple, ou de l'opération, et puis des choses qui en sortent davantage de ce qui se passe pendant la période de coma, de ce qui peut être dit, de ce qui peut être fait autour d'eux, de la façon dont ils peuvent l'interpréter, le déformer, ça peut aller très loin. Il y a quelque chose par exemple qui est très fréquent chez ces patients, c'est des rêves de mer, de bateaux, de mer, de bord de mer. Et on s'est beaucoup interrogé sur l'origine de ces rêves qui sont assez stéréotypés. Jusqu'au jour où on a pensé que ces patients étaient dans le coma, sous respiration artificielle, et que le respirateur marche par une sorte de va-et-vient. Sur les vieux respirateurs, c'était bruyant, maintenant ils sont modernes, ils sont tout à fait silencieux, mais il y a ce bruit de va-et-vient, cette espèce cette activité de va-et-vient, cette espèce de ressac qui pourrait expliquer la mer. Ça, c'est une interprétation. Il peut y en avoir une autre qui est beaucoup plus psychanalytique, qui serait une espèce de régression, de retour fœtal dans le ventre de la mer. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas me lancer dans une espèce de psychanalyse sauvage de ces malades, j'en suis bien incapable, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a d'autres choses, disons, qui sont du domaine de l'interprétation des bruits, par exemple des patients que l'on croyait dans un coma profond, qui étaient trachéotomisés, ventilés artificiellement, donc qui nécessitaient des soins de trachéotomie, des aspirations dans la trachée, qui sont des moments assez douloureux, désagréables pour les malades. Ces patients qu'on croyait dans le coma,
qui n'y voyaient pas, entendaient les pas des infirmières et interprétaient les pas des infirmières qui ne font pas mal, les pas des infirmières qui font mal, avec des aspirations endotrachéales, et se retenaient de tousser lorsque c'était des pas qui font mal, qui se promenaient autour de leur chambre. Oui, là, il s'agit donc, en état de coma, d'une capacité de perception de la réalité extérieure. Tout à fait. Et éventuellement peut-être de mêler des projections autoproduites avec cette réalité extérieure. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Alors là, on est sur des choses tout à fait triviales, qui sont loin des NDE, de leur description et surtout de leurs interprétations. Mais on est sur des choses qui me paraissent autrement utiles, peut-être pour nos malades, pour faire passer ces caps difficiles à des malades, peut-être aussi les aider dans leurs derniers instants, quand ça se termine mal, parce qu'on peut les aider à ne pas souffrir, ni physiquement ni moralement. Peut-être aussi dont il faut certainement se servir lorsqu'il s'agit de réinsérer un patient, de faire une réinsertion psychosociale d'un patient ayant traversé ces états extrêmes. Là, ça me paraît être quelque chose à utiliser qui, en tant que soignant, est d'une grande utilité. Pour vous, il est tout à fait clair que les patients qui sortent ainsi de ces comas n'ont pas fait un voyage dans la mort. Alors là, je serais sûrement très, très flou et très, très incompétent pour discuter des mécanismes physiopathologiques de toutes ces choses. La seule certitude qu'on puisse avoir en l'état actuel de nos connaissances, c'est que aucun patient étant mort n'en est revenu. Ça, c'est clair. Bon, c'est clair avec notre définition actuelle de la mort. C'est vrai que rien n'est figé, que la définition actuelle de la mort, qui est la mort cérébrale, avec tous les critères bien précis, électroencéphalographiques, mais il y en a d'autres qu'on a à l'heure actuelle, tous ces patients morts cérébralement, aucun n'est revenu. C'est vrai que la mort cérébrale est une notion relativement nouvelle, en termes de quelques dizaines d'années, qu'aujourd'hui on ne se contente plus de l'arrêt du cœur ou de l'arrêt des poumons pour diagnostiquer la mort. Ça, c'est certain. Un arrêt cardiaque, ça se récupère. Un arrêt respiratoire, je dirais que c'est notre pain quotidien. Ça se récupère bien souvent, heureusement. Mais la mort cérébrale, ça ne se récupère pas. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui disent « mais mon électroencéphalogramme était plat et je suis vivant ». Ça, on en rencontre toujours. Bon, quand on discute avec eux, quelle était la cause de votre coma? C'était une intoxication médicamenteuse. Quel médicament? C'était des barbituriques. On sait bien, et ça fait partie des critères médico-légaux, qu'un coma barbiturique entraîne un électroencéphalogramme plat. Ça, c'est pas une découverte, ça ne va en aucun cas contre ça. Une autre circonstance, c'est les grandes hypothermies. Quand on est à 30 degrés, on sait que de température centrale, on sait que l'électroencéphalogramme se ralentit, voire peut être plat. En éliminant un coma médicamenteux et une hypothermie, on sait parfaitement qu'un électroencéphalogramme plat signifie la mort et qu'en aucun cas il n'y a eu de retour de cet état. Autant je vous ai dit que le coma c'est quelque chose de flou, on y rentre et on en sort d'une façon totalement non brutale. Autant la mort, c'est à un certain moment, il y a un fil du rasoir, on tombe du bon ou du mauvais côté, et quand on tombe du mauvais côté, à ma connaissance, on n'en reparle plus après. Quand on retombe du bon côté, là, on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose, on peut discuter des NDE, on peut discuter de leur mécanisme, de leur description, mais c'est tout autre chose. Marianne Van Pie est infirmière. Elle a fondé l'association Passage dans la région d'Aix-en-Provence. Tout au long de sa carrière d'infirmière, puis d'enseignante dans une école d'infirmières, Marianne Van Pie a côtoyé des mourants et cependant, la mort ne semblait pas l'interpeller. Alors, à la lecture de La Source Noire de Patrice Van Hersel, eh bien, cette lecture a marqué le début d'une réflexion déterminante pour elle et l'orientation de son action. C'est donc que depuis 2 ans, je travaille et je m'informe, je contacte dans ce secteur-là beaucoup de choses de réalisation en France. J'ai eu l'occasion dernièrement d'être à l'unité de soins palliatifs du professeur Abivin à Paris avec Marie de Henzel. J'ai bien sûr contacté plusieurs des antennes Jalmalve au travers de la France. Mon intention étant de créer sur Aix-Marseille, mais de préférence Aix, une unité soit hospitalière, soit de préférence à domicile pour l'accompagnement des mourants et la création donc d'une équipe, c'est-à-dire la formation, la cohérence d'une équipe pluridisciplinaire, un travail de groupe, travailler ces choses-là. Je n'en suis actuellement qu'à tous ces préalables. Par contre, j'ai effectivement accompagné déjà plusieurs mourants et j'ai
l'intuition de ces choses, mais sans partage en mots, je dirais. J'ai un autre type d'intuition qui, alors, au niveau de ma propre expérience, c'est une identification d'états que je pourrais appeler proche de la mort, mais c'est hâtif comme vocable. C'est un état dans lequel je me trouve le matin au réveil. C'est très très systématiquement cette impression de décorporation et de devoir réintégrer un corps, une réalité, des choses comme ça. Mais je ne peux le faire que par analogie à ce que j'ai lu et entendu, et ce n'est pas du tout dans un état proche de la mort. Je le joindrais plutôt, je le rapprocherais à des états sous hallucinogènes ou drogue ou ces choses-là. Il n'est pas exclu d'ailleurs que le cerveau ou l'appareil psychique ait, dans un certain nombre de situations, des réactions qui ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'en effet, rien ne prouve qu'il ne peut pas y avoir, à certains moments de l'existence, des autosécrétions, un petit peu comme les endomorphines, par exemple, qui provoquent des états de conscience particuliers. Mais vous parliez d'intuition de personnes que vous avez accompagnées et qui pouvaient peut-être avoir vécu des choses comme ça, mais qui ne les avaient pas parlé. Vous avez une idée de ce qui peut justifier l'intuition et de ce qui peut justifier le fait de ne pas en avoir parlé ? Le fait de ne pas en avoir parlé, c'est très clair, c'est l'état de fragilité ou de faiblesse physique dans lequel ils étaient, ou de déconnexion de la communication verbale. Mais l'intuition est uniquement au niveau de la perception d'un souffle, j'allais dire d'un regard, mais ça c'est même parfois les yeux fermés, une transformation du visage qui est liée à une présence dans la chambre. C'était aussi par une musique, et là je parle d'un exemple assez personnel, l'expression d'un visage et des gestes du mourant liés à une musique qui a été mise ou des chants personnels ou par disque. Et là, je trouve que ça peut effectivement être tout à fait neurophysiologique ou psychoneurologique, ces choses-là. Mais il y a une telle transformation de la présence et de la souffrance qui apparaît que je suis très interrogée, moi, sur ce qui peut se passer dans la conscience ou semi-conscience ou arrière-conscience, comment faut-il dire. Le docteur Yves Camberlin est chef de service. Il dirige l'unité de soins palliatifs à l'hôpital international de l'Université de Paris. On peut dire que l'unité existe depuis 4 ans, que nous avons eu 3 expériences de NDE. 2 dans les 48 heures qui ont précédé la mort, un peu similaires, je vous parlerai de chacun, et une autre chez une personne, disons 6 mois avant sa mort. Les 2 premières, il y en a un, c'était un homme âgé qui acceptait très bien, était très clair au niveau de ce qui allait lui arriver, avait une communication bonne avec tout l'ensemble des gens qui travaillent, tous les soignants, qui a eu un matin une expérience de décorporation avec une image d'une vision, d'une grande lumière. C'était pas un homme très angoissé de sa mort, il était angoissé plutôt pour les proches qu'il allait laisser, notamment sa femme qui était âgée. Bon, il y avait des tas de problèmes, qu'est-ce qu'elle deviendrait, comment elle vivrait. À la suite de cette expérience de NDE qui a peut-être duré 1 heure ou 2, il est revenu beaucoup plus serein et sa mort s'est passée calmement. Il a exprimé que c'était une expérience assez extraordinaire. On avait l'impression qu'il revenait d'un superbe voyage. C'est vrai qu'il a pu l'exprimer aux siens, et je crois que ça a beaucoup apaisé aussi son entourage, qu'il raconte cette expérience. Et je crois aussi que le fait que nous, soignants, les soignants qui étaient là, n'ont pas repoussé ce qu'avait vécu cet homme, a été important pour lui,
et aussi pour l'entourage. C'est-à-dire que vous aviez une oreille qui Bien sûr. était accueillante. Bon, la plupart de tous ceux qui ont travaillé ici, ou tous ceux qui travaillent, ont lu tous les écrits qui tournent autour de la NDE. Bon, et je veux dire qu'on a, même si nous n'avons pas d'explication à ce phénomène, la compréhension réelle, je crois que nous avons tous l'esprit suffisamment ouvert pour l'accueillir. Et je crois que ça a été très important. L'autre expérience où j'étais là, c'est un très jeune garçon qui avait 18 ans, qui a eu sûrement une expérience dans les 24 heures, 36 heures qui ont précédé sa mort. Et ça s'est passé en fin de journée. Tous les soignants, enfin un certain nombre de soignants étaient au pied de son lit parce qu'on avait l'impression qu'il allait partir. Et ça a duré 2 heures de temps. Et puis il est sorti de là. Il s'est réveillé, mais vraiment réveillé comme aussi bien qu'il était avant, même mieux psychologiquement. Je crois que par contre c'est un jeune, il nous a dit qu'il avait vécu quelque chose d'extraordinaire, mais il n'a pas décrit. Peut-être parce qu'il avait peur qu'on ne le croie pas, et c'est tout ce sentiment que nous avons eu. Mais ça a modifié beaucoup son comportement, puisqu'il y avait de grandes difficultés au sein de sa famille proche, entre ses sœurs, sa mère. Et à la suite de ça, il a demandé à ce que toute sa famille se réunisse le lendemain. Toute sa famille, même ceux qui ne se voyaient plus, sont venus, des fois. Et tout le monde est venu, ils ont fait une espèce de sitting dans sa chambre. Et là, il a parlé de sa mort en disant que bon, il allait mourir, qu'il pouvait être triste, mais qu'il avait une vision de c'était pas que pour lui, la mort, c'était pas la fin. La troisième personne que nous avons eue, c'est une femme plus âgée, qui est venue dans le service à 3 reprises et qui est venue à peu près à chaque fois 2 mois, et puis elle est retournée chez elle. Et le dernier séjour dans l'unité, bon, elle est arrivée ici parce que son état chez elle s'aggravait beaucoup, son état général baissait beaucoup, et elle était elle n'était plus autonome. Et elle a vécu dans l'unité dans cette période-là pendant 1 mois et demi. Pendant les 3 premières semaines, on la voyait baisser tous les jours, se lever plus ou pratiquement pas. Et ses facultés psychiques, son raisonnement, alors c'est une femme qui, quand ça allait bien, c'est une personne d'un certain âge, mais qui était dynamique, qui aimait bien rire. Avant, les fois d'avant, nous avions remarqué que quand elle allait mieux, son grand plaisir, c'était de jouer au tiercé. Bon, là, elle est arrivée, elle n'avait plus envie de rien, elle ne jouait pas au tiercé, il y avait sa famille qui venait. Et un jour où elle était de moins en moins bien, on a eu un matin l'impression qu'elle allait mourir. Et puis, vers 3 heures de l'après-midi, elle s'est réveillée en nous disant « mais il faut me mettre assise, il faut m'asseoir dans le fauteuil. Je vais bien. » Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je me suis vu m'envoler avec des ailes dans mon dos et je suis parti, j'ai monté dans le ciel. Et j'ai vu ici des tas de choses, j'ai vu des grandes lumières. Et puis à un moment, je suis revenu ici. Alors je suis bien content d'être en vie. Eh bien, on va boire une bouteille de champagne, avec vous tous. Bon, ça s'est passé comme ça, je veux dire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, elle a repris vie, puisque 3 semaines après, elle était redevenue autonome. Nous l'avons remise chez elle, disons là, aux grandes dames de sa famille. C'est une femme très simple qui ne racontait que ce qu'elle avait vu et cette espèce de montée vers le ciel en nous disant j'avais des ailes dans le dos, j'ai vu le ciel s'éclairer, j'ai vu une grande lumière, il y avait de la musique, c'était très agréable. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tous nos malades qui ont eu ça, ça a été quelque chose de très court dans le temps, entre 2 heures à elle le plus long, c'était 4 heures. Alors, vous dire que moi, quelle est mon opinion sur le mécanisme, par quel fonctionnement cela arrive, je pense que c'est sûrement lié à des phénomènes de compensation psychologique ou de décompensation. On peut aussi peut-être poser la question pour ces personnes qui sont en fin de vie et qui sont atteintes de maladies, disons, mettant en jeu la vie. Sauf pour la dernière où elle a vécu longtemps, mais pour les 2 autres, il faut se dire aussi que les malades qui vivent, qui meurent, qui viennent ici et qui meurent, pratiquement les 2 tiers des malades, nous n'avons pas d'explication précise à la cause de leur mort. Et bon, certains ont des hémorragies, ont des embolies, ça on le sait,
Mais d'autres, on n'a pas d'explication. Nous, on pense que, en fin de ces maladies lourdes, il y a peut-être des tas de modifications métaboliques qui peuvent peut-être mettre dans des états prédisposants. Disons, les 3/4 des malades meurent dans un coma vigile, ou un peu plus. Il n'y a qu'un quart qui sont conscients. Alors peut-être que ces états prédisposent à ce voyage, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'explication vraiment. Je pense que de toute façon, tous les témoignages, tout au moins ces 3 témoignages, ont eu un sentiment de véracité tel, et ont eu une telle modification dans le comportement de ces 3 individus, que c'était quand même quelque chose qui ressemblait entre guillemets comme à un miracle. 3 expériences en 4 ans, c'est peu en effet. Est-ce que ces personnes donnaient l'impression d'un vécu assez proche? À chaque fois, si vous voulez, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que ces 3 personnes, on a eu l'impression qu'elles allaient mourir. Elles étaient comme dans un état, si vous voulez, comme un coma, vigile, réagissant un petit peu au bruit extérieur, mais très peu. Cette femme, son état s'aggravait, mais il y a quand même une aggravation pendant ces 3 heures. Le vieux monsieur aussi, et le jeune garçon, on a eu l'impression, nous on était tous auprès de lui, l'infirmière était venue me chercher en me disant, mais vous savez, son pouls bat moins vite, il va mourir. Et ça, c'était la caractéristique pour les 3 fois. C'est-à-dire 3 états proches du commun, ou comme d'un commun. Ou d'une moins grande conscience extérieure, et d'une moins grande contact avec le monde extérieur, sûrement. Et puis, dans un temps qui a été variable selon les uns et les autres, mais qui est très court, qui varie entre 1h30 et 3 heures, ces 3 personnes se sont réveillées. Mais ça, oui, ça a été quelque chose de très, très frappant. C'est la différence dans cet état, l'état de conscience pendant ce qu'ils ont vécu et la reprise de conscience après. Et c'est vrai, dans un état de mort apparent, enfin, comme s'ils allaient mourir. C'est différent de l'état de sommeil profond, par exemple. Ah oui, oui, je dirais que... Oui, si vous voulez, ça se rapproche plus du coma. On a d'un coma un peu moins vigile. On a l'impression qu'ils ne réagissent pas au bruit extérieur, mais ce n'est pas un sommeil, ça ne ressemble pas au sommeil. Je veux dire que je n'ai pas fait de tracé électroencéphalographique. Bon, ce n'est pas la vocation de l'unité. Nous faisons le... Bon, peut-être que ça aurait été très intéressant. Et je pense que comme ces expériences sont quand même rares, en 4 ans, il y en a eu 3. Moi, ce que je peux témoigner, c'est ça. C'est qu'on a eu vraiment cette impression qu'ils étaient dans un état, entre guillemets, second. Et qu'ils sortaient de cet état second. Avec vraiment une sensation... une perception du monde tout à fait transformée. Quels processus peuvent mener à cela? Je vous dis, la seule chose qu'on peut dire pour nous, pour ces malades qui sont en fin de vie, c'est que peut-être ils ont des modifications de leur constante biologique qui peuvent peut-être permettre un lâcher-prise. Et que dans cette période de lâcher-prise, ils ont ces expériences. Oui, mais ce qui est plus troublant, c'est l'homogénéité des expériences. On pourrait aussi émettre l'hypothèse d'un objet qu'ils visitent réellement, quoi, pour ne pas parler en termes métaphysiques. Oui, tout à fait, oui, je comprends. Je pense que pour eux, effectivement, ils ont eu l'impression de vivre quelque chose réellement. Voilà. C'est pas quelque chose qu'ils ont imaginé. Alors, scientifiquement, la question qui se pose, c'est des gens qui seraient en quelque sorte enclins à éprouver une expérience parce que leur état métabolique se modifie, c'est une ouverture à, en quelque sorte, vivre un phénomène. Mais pourquoi toujours le même phénomène, quelles que soient les personnes? Ça, c'est là la grande question. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, toutes ces modifications métaboliques permettent un lâcher-prise qui permet peut-être à l'inconscient de se manifester beaucoup mieux, ou de façon différente et totalement. Mais c'est vrai que ce qui est étrange, c'est que presque toutes ces personnes décrivent les mêmes constantes. Avec, si vous voulez, je suis sûr que parmi ces 3 patients, le monsieur âgé, qui était un homme d'une grande culture, avait peut-être connaissance de ce genre d'écrit. Mais la vieille femme et le jeune n'en avaient pas conscience, ne connaissaient pas, n'avaient jamais lu aucun document à ce propos. Ce qui est quand même... Bon, c'est cette vision à peu près constante qui est quand même très importante. Et
le monsieur âgé lui décrivait qu'il était au-dessus du lit et qu'il voyait, la personne qui était près de lui, sa femme qui était là. Le jeune, n'a pas voulu décrire. Je crois qu'en tout cas, il faut avoir une attitude. C'est un peu comme l'acceptation de la douleur. Je veux dire que la douleur est quelque chose de subjectif. À nous de la croire ou d'accepter que quelqu'un la ressente. Je crois que ça, ce sont des expériences que certains individus ont. Eh bien, à nous de croire ce qu'ils décrivent. Après, peut-être qu'on pourra avoir un esprit plus critique mais je crois que c'est capital de reconnaître ce qu'ils vivent, parce que eux vraiment, on a l'impression qu'ils l'ont vécu. Ainsi, jusqu'à présent, ce que nous pouvons retenir de ces 3 premières émissions, c'est que de tels phénomènes existent, mais qu'ils sont peut-être moins homogènes, moins fréquents que certains auteurs peuvent le prétendre. Dans notre prochaine émission, nous verrons ce que peuvent en dire les sciences sociales. Je vous signale pour terminer le livre collectif sous la direction d'Evelyne Sarah Mercier, La mort transfigurée, publié aux éditions du Verseau, et l'essai rédigé à partir de cette enquête radiophonique publiée aux éditions Échelle sous le même titre, Les portes de Thanatos, dans lequel vous trouverez une bibliographie sélective. C'était Perspective scientifique, Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 3e émission, On leur en a fait confidence. Mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Noureddine Sanouni.